Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser principalement, je pense, un petit peu de market cap, pas mal de S&P 500 puisqu'il est en train de corriger ici. Il a trouvé résistance, donc on va voir est-ce que ça peut potentiellement durer. Ce genre de choses, pas mal de FUD, donc on va faire également beaucoup de fondamentales, je pense aujourd'hui, puisqu'il y a du FUD autour de Genesis et du Department of Justice américain. Voilà, globalement, ça va être à peu près le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. J'en profite pour dire à ceux qui souhaitent s'abonner de ne pas hésiter à le faire, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, les Twitter, etc. Tous les réseaux sociaux éventuels sur lesquels la chaîne peut être présente. Le Discord qui est en ce moment très actif, encore une fois, et plein de gens à la fois bienveillants, des débutants, des confirmés, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, on commence ici, je trouve, à arriver à un contenu vraiment intéressant sur le Discord. Donc ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à mettre un like également, faites-le maintenant, comme ça c'est fait, pour pousser la chaîne. On est bientôt aux 5000 abonnés. La chaîne est vraiment sur un contenu de niche, c'est-à-dire plus ou moins, on va dire, les traders crypto francophones. Mais du coup, voilà, 5000 abonnés après un an, ça fait vraiment plaisir, et surtout que j'estime que vraiment les gens me soutiennent, ceux qui sont là quasiment tous les jours, et je pense avoir vraiment ici aussi une communauté super. On est là sur le BTC face au dollar en 4 heures toujours. La structure weekly, daily, etc., vous la connaissez, j'imagine. On avait ici commencé à étudier un petit peu cette figure en termes de biseau. Et concrètement, il semblerait qu'elle est cassée. Alors pour moi, elle n'est pas extrêmement propre. Elle n'est pas extrêmement propre au sens où moi j'aime bien que tout soit vraiment bien aligné, surtout aligner les points 1 et 2, le point 5 ici, vous le voyez, qui n'est pas forcément pile poil aligné en haut. Moi j'aime bien quand tout est vraiment hyper propre. Donc ici c'est au choix, étant donné qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas, on peut essayer à réfléchir à une sorte de canal parallèle, potentiellement réfléchir à, bien entendu, une sorte de flat qui pourrait se créer si on retouchait par exemple les 20 200. On avait aussi ce scénario en Elliott que j'avais en haut de cette bougie commencé à préparer, qui pourrait nous dire que on va rentrer dans une sorte de range, alors qui nous enchaîne effectivement des vagues d'Elliott, où là par exemple on aurait trouvé le haut de 5, une 5 tronquée, c'est pas extrêmement rare, surtout que la 3 s'est faite vraiment sur une extension ici, vous le voyez sur les vagues rouges, et tout ça fait lui-même partie d'une potentielle 3. Encore une fois, Elliott, c'est pas un système pour prévoir les prix, c'est un système pour réfléchir à quel endroit éventuellement prendre profit, à quel endroit invalider un scénario, ce genre de choses. Ici on avait eu une 2 qui était normale sur ce mouvement là, donc on peut imaginer que la 4 serait normale. Je parle ici du degré vert. Donc voilà, peut-être ici, si on perd les 20 200, pas si on les perd vraiment, hein, vous voyez ici qu'on réfléchit à quelque chose qui serait plutôt autour du prix psychologique des 20 000, commencer à réfléchir à soit une 4 plus profonde, soit un décompte alternatif. Néanmoins, toujours sur cette figure en forme de biseau ascendant, plus ou moins on avait bon ici dans la zone quand on s'est dit bon, on va revenir en bas de la figure. Je pense que c'est pas terminé, je pense qu'on peut peut-être ici vraiment y aller, et on va surtout analyser ici en termes fondamentaux comment s'est fait ce drop, pourquoi on a droppé hier dans ces eaux-là. Hier c'était en fin d'après-midi. Pourquoi on a droppé? Tout simplement parce que on a eu des informations du Department of Justice américain. Je sais pas si j'ai gardé si j'ai gardé comment dire, je vais mettre en pause, oui, voilà, si c'est bon. Donc ici en fait on a eu des infos qui nous disaient attention, le Department of Justice américain va faire une grosse annonce autour des cryptos, etc. Il y a eu pas mal de FUD sur Twitter, et en fait il s'agissait tout simplement de l'arrestation du fondateur de BitZlato, que moi personnellement je connais pas. Apparemment c'était un exchange russe qui serait accusé de tout simplement faire du money laundering, c'est-à-dire du blanchiment de fonds. Donc annonce un peu pétard mouillé, hein, si vous voulez. Le prix a dumpé avant, bien évidemment, sur la rumeur. On a eu aussi d'autres rumeurs qui sont un petit peu plus inquiétantes, qui seraient éventuellement Bloomberg ici, qui nous dit que potentiellement la firme Genesis se préparait à faire une banqueroute. Qu'est-ce que ça voudrait dire et comment il faut comprendre ici tout le système un petit peu Digital Currency Group, Grayscale, Genesis, etc. Théoriquement, Genesis doit être séparé de
de Digital Currency Group. Globalement, et c'est ce que j'expliquais hier sur le Discord, mettre effectivement en banqueroute sa firme Genesis de la part de Barry Silbert, qui est le fondateur de Digital Currency Group et donc le fondateur de Grayscale, puisque Grayscale est une filiale, même Coindesk est une filiale de Digital Currency Group, donc le journal qui est quand même un des plus gros journaux en termes de crypto-monnaie. Et en l'occurrence, ici, ce qu'on pourrait voir dans cette histoire, c'est que potentiellement, Digital Currency Group se coupe le bras pour ne pas attraper la gangrène. On sait qu'il y a une action de la SEC, donc le gendarme de la bourse aux États-Unis, pour essayer de comprendre quels ont été un petit peu les échanges entre Genesis, Digital Currency Group, etc. Et là, en l'occurrence, ça correspondrait d'un côté, effectivement, à dire oui, un nouveau lender qui disparaît, etc. Donc Genesis qui pose effectivement la clé sous la porte. Ça serait un problème pour Gemini, qui était un exchange qui utilisait la sous-traitance de Genesis pour faire appel à eux concernant tous leurs services de earning, lending, etc. Et en l'occurrence, ici, derrière, donc ça mettra de côté la potentielle faillite du groupe dans son ensemble, c'est-à-dire Digital Currency Group. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Donc ça voudrait dire tout simplement que Digital Currency Group se met à l'abri pour l'instant d'une faillite, on va dire, globale. On coupe encore une fois le bras ou la jambe pour éviter la gangrène. Le problème de ce truc-là, c'est que si jamais c'est le cas, en fait, ce FUD n'est pas terminé, au sens où, comme la SEC a fait une action, si jamais il y a des malversations, comme quoi, effectivement, il y a eu des échanges entre Digital Currency Group et Genesis qui sont pas normaux, un petit peu à l'image de ce qui aurait pu se faire entre FTX, par exemple, et Alameda. Théoriquement, ce sont deux entités qui sont séparées, donc il y a des choses qui sont interdites dans ce cadre-là, et on a vu sur Alameda et FTX que ça n'était pas le cas, et que, effectivement, Alameda avait probablement des positions qui auraient mérité liquidation et qui n'ont pas été liquidées sur FTX. Donc on jouait pas avec les mêmes cartes, voire même ici Alameda jouait avec 2 jeux de cartes. Et comprenez bien que peut-être ici, si ça a été le cas dans ce cadre-là, la SEC va faire la lumière sur ce sujet-là, y compris sur la banqueroute, et donc bien évidemment on risque ici d'avoir un système de ricochet qui derrière vient impacter Digital Currency Group, donc Grayscale. On comprend ici que Genesis est déjà dans les prix, la faillite de Genesis pour moi, elle est déjà dans les prix, plus ou moins. Je le vois comme ça, moi personnellement. Après, vous pouvez ici le voir un petit peu comme vous voulez. J'ai remis ici la totalité de cet article sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller voir. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas grand-chose dedans, à part, si ce n'est une phrase qui est importante, qui serait de dire ici que globalement, il a été dit par des insiders que probablement cette faillite se préparait pour cette semaine, donc entre aujourd'hui et demain. Effectivement, ils ont coupé les dividendes, donc Digital Currency Group. Effectivement, on a peut-être cette info d'insider qui est effectivement donc, du coup sortie sur Bloomberg. Deuxième FUD en date et qui, quelque part, enlève pour moi une incertitude, c'est-à-dire effectivement, Digital Currency Group, dans son ensemble, ne va pas faire faillite, donc pas de faillite de Grayscale. Et pour moi, la force vendeuse qui pourrait être énorme si jamais il y avait une faillite de Digital Currency Group, elle serait plutôt autour de Grayscale. Le problème de Grayscale étant tout simplement que c'est un trust, c'est-à-dire que c'est un véhicule d'investissement, au sens où ça veut dire que tout simplement leur bitcoin, leurs 630 000 bitcoins à ce jour, ne sont pas leurs bitcoins, bien évidemment, ce sont des gens qui utilisent le véhicule d'investissement GBTC pour investir sur le bitcoin sans investir directement sur la crypto-monnaie, puisque en termes légal, ça leur propose de meilleures solutions. Frais qui sont de 2%, donc le véhicule d'investissement est pas génial. En fait, il date un petit peu, c'est peut-être quelque chose qui serait qui était plutôt cool en 2017, 2018, 2019, limite 2020, mais qui maintenant on aurait plutôt tendance à plébisciter un ETF qui sera bien évidemment ici peut-être un jour adopté au spot aux États-Unis, mais pour l'instant la SEC freine des deux pieds, des deux fers dans ce sens-là, malheureusement. Pourquoi ça ? Parce que déjà, le trust était une bonne chose, au sens où ça générait du vrai achat de BTC. Un ETF basé sur le dérivé n'est pas une bonne chose, au sens où ça ne drive pas le spot vers le haut, donc le CME, toutes ces choses-là. Par contre, effectivement, un ETF spot serait une bonne chose, puisque, on va dire, comme c'est le modèle au Canada ou ce genre de choses, ils sont obligés d'acheter du vrai Bitcoin au spot et de le posséder. C'était le cas pour, effectivement, Grayscale. Le problème, effectivement, c'est que, on l'a vu, on avait eu
des événements où le GBTC était bien moins plébiscité que en fait le Bitcoin, et des gens qui avaient payé des premiums énormes et qui se sont retrouvés en fait à assumer 2 fois plus de pertes pour ceux qui n'ont pas pu vendre. Donc globalement, d'une manière générale, pour moi, la lecture de ça, c'est oui, c'est un FUD. Oui, si Genesis met la clé sous la porte, ça aura nécessairement un effet sur le prix à court terme, mais la force vendeuse qu'on peut imaginer, qui est celle de Grayscale, sera mise à l'abri. Elle sera mise à l'abri jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que tout simplement la SEC ait fait vraiment la lumière. S'il y a eu des malversations, effectivement, on peut mettre ici Barry Silbert dans le lot et on peut effectivement faire la jonction entre les problèmes de Genesis et les problèmes de Grayscale via Digital Currency Group, et donc du coup on peut effectivement là avoir des soucis entre les deux. Donc pour l'instant, encore une fois, on coupe une jambe. Pour moi, c'est déjà dans les prix, encore une fois aussi, et par contre ça change un petit peu le sentiment sur la crypto. À la fois hier, cette espèce d'annonce sur le Department of Justice qui encore une fois finalement était un pétard mouillé, et puis cette annonce sur Genesis qui serait vraisemblablement en train de préparer une banqueroute. Donc voilà pour mon analyse. On a fait ici pas mal de fondas, mais je pense que c'est important d'en parler. Vous le voyez ici, du coup ça a été repris par Watcher Guru, pas mal de canaux, d'autres canaux, et où en gros ils reprennent en gros un petit peu l'article de Bloomberg qui est la source initiale. À partir de là, vraiment pour moi, ça mettrait effectivement l'histoire sur quelque chose de beaucoup plus long, c'est-à-dire un procès de la SEC, etc. et ceci, cela. Donc ça mettrait un FUD pendant un certain temps, effectivement, sur toute la crypto, puisque la SEC devrait faire la lumière si effectivement Genesis a fait une banqueroute à cause tout simplement de malversations liées à, j'allais dire FTX, mais lié à Digital Currency Group. Donc voilà pour moi l'idée. Ici, du côté de Genesis, on n'a pas de mise à jour réelle concernant toutes ces histoires, de Gemini, pardon. Sur le Twitter de Genesis, pas de démenti vous voyez, on n'a pas tweeté chez Genesis depuis le 16 novembre, pas de démenti, effectivement, que cette banqueroute est dans les tuyaux. Sur celui de Barry Silbert, pas de démenti non plus, un tweet un peu larme à l'œil qui nous a sorti au 10 janvier où il nous dit qu'il est effectivement en train de construire la crypto, que ça fait des années qu'il est dans la crypto, etc. Donc un peu larme à l'œil, effectivement, peut-être qu'il nous prépare une annonce, on ne le sait pas, mais vous le voyez ici, quand même, pas de démenti de leur côté, donc c'est vraiment ce que je voulais regarder ici. Également, il faut comprendre, du coup je vais être un peu long sur ce sujet-là, mais que Digital Currency Group a fait une action contre la SEC. Ces deux-là ne sont pas du tout copains. Ils ont fait une action contre la SEC justement parce que la SEC leur refuse un ETF spot depuis un certain temps, et ce qui correspondrait d'une certaine manière à sauver l'entreprise. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement, tous les gens qui à ce moment-là avaient investi sur le GBTC dernièrement, c'est-à-dire avec un premium, vous le voyez ici, de moins 42, hier il était à moins 35, on va voir si on est toujours d'actu ici sur voilà, on a clôturé à moins 42, donc bien évidemment sur fond de faillite de Genesis, eh bien le GBTC repart dans l'autre sens. Est-ce qu'on est dans des FUD et est-ce qu'on est dans des gens qui veulent tout simplement juste réaccumuler du GBTC par exemple, et puis ensuite que tout ça va s'arranger, et ça je peux pas vous le dire bien évidemment, j'en sais rien. Mais on était ici en train de récupérer au niveau du premium, et vous voyez que désormais on replonge, donc ça c'est pas forcément excellent. Est-ce que c'est du FUD pour réaccompagner une réaccumulation de GBTC ? Encore une fois, je ne peux pas vous le dire. Mais comprenez bien ici que si on est effectivement transformé en ETF spot à un moment donné, eh bien tous ces gens-là vont empocher, ils auront des vrais droits sur du vrai BTC, et ils vont empocher du coup une vraie prime de 42% en plus de l'augmentation éventuelle du BTC, ou tout simplement même en ayant acheté à n'importe quel prix, c'est-à-dire s'ils ont acheté, admettons, à 18 000 et que ici c'est transformé en ETF spot, de toute façon ils seront gagnants, puisque même si le BTC reste à 18 000, donc quelque part ça permet aussi vous pouvez hedger une position comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez là actuellement faire par exemple
on va dire un long sur BTC et en même temps hedger cette position grâce au fait que vous achetez du GBTC. Donc ça aurait plutôt une puissance ici, cette histoire, une puissance longueuse, c'est-à-dire baissière. Hein. L'idée ici étant que vous couvrez votre position au cas où effectivement BTC baisse, et vous pouvez couvrir votre position jusqu'à moins 40% de baisse, mais pour cela il faudrait avoir dans l'idée que le premium va à un moment donné revenir à zéro, ou que effectivement le Grayscale Trust va être transformé en ETF spot. Assez long sur l'histoire, excusez-moi, mais du coup, je pense que ça valait le coup de faire un petit point là-dessus. Donc, on revient sur le BTC. Quelle était la target de ce biseau descendant, en admettant qu'on admette qu'il n'est pas venu toucher en haut ici, ce qui, moi, me dérange un petit peu. Donc, j'aurais plutôt tendance à dessiner ici une nouvelle figure, mais pour l'instant, on va regarder dans le scénario dans lequel on était. Ce serait un retour en bas de la figure, c'est-à-dire ici au 20 200, peut-être éventuellement dépasser dessous pour prendre les stops des longueurs qui étaient garés ici. Je pense, moi, qu'on a quand même pas mal de gens qui sont garés juste sous la figure. Alors juste sous la figure, bon, c'est-à-dire qu'ils ont un stop loss évolutif, hein, ils ont pris ce mât, le mât qu'il y avait en dessous là, et puis ils ont un stop loss évolutif. Vous dire exactement où c'est, bah, probablement juste en dessous des 20 000 $. Donc on pourrait vraiment ici peut-être y faire un tour. Néanmoins, on va rester sur le scénario puisque pour l'instant il tient du Elliott que je vous ai montré tout à l'heure, et on va ici, je pense, descendre en time frame. Je sais plus si hier j'ai fait toutes les divergences ou pas, si j'ai fait une étude de momentum, je me souviens plus. Ici, en tout cas, en 4 heures, on pourrait dire que ce mouvement est en train de se terminer, puisque vous le voyez, on a une rehausse de la VWAP et les deux vagues qui semblent vouloir se fermer. Alors, ça n'est que du semble pour le moment, et on a un pâlissement du MACD, rebond potentiel du RSI sur les 50, le RSI stochastique qui est déjà en bas, qui potentiellement nous fait une inflexion vers le haut, et puis le SHOP qui est autour des 50%. Donc, en 4 heures, c'est plutôt encourageant, baissier mais encourageant. En 2 heures, on a déjà plus ou moins, on nous dit plus ou moins qu'on a déjà terminé ce mouvement de vente. Et quand on descend ici jusqu'aux 15 minutes, on est idem plutôt sur des points d'achat potentiels que des points de vente. Est-ce que c'est nécessairement ce qui va se mettre en place? Sincèrement, je ne sais pas. L'idée quand même ici, c'est de potentiellement aller voir le 1 minute, c'est ce qu'on va faire sur les perps sur Bybit. Globalement, sur le 1 minute, en termes de, on va dire, structure, on voit qu'on est peut-être ici sur cette descente-là dans un élargissement. Donc là, on prend, bien évidemment, vous le comprenez, l'endroit où le prix s'est un peu retourné, hein, la cassure d'une structure de marché. Pour moi, on est sur une figure descendante, donc on va plutôt considérer ici une 2, 3, 4, et on pourrait avoir une 5 baissière dorénavant, pourquoi pas. Ici, voilà, il faudrait vraiment, ici, pour moi, bien faire l'analyse, bien joindre les points entre eux. Peut-être que cette 4 ici pourrait être terminée et qu'on aurait une 5 qui viendrait ici toucher les 20 600 ou en dessous. Néanmoins, vous le voyez ici, on est plutôt monté en biseau, on descend ici plutôt dans ce sens-là. L'idée, ça serait potentiellement d'essayer d'aller voir vraiment le sentiment, est-ce qu'on est short ou est-ce qu'on est long, pour essayer de comprendre un peu mieux cette figure et voir où est-ce qu'elle pourrait péter ou repartir. Néanmoins, élargissement pour moi, donc c'est plutôt une figure ici bullish, toutes les figures bullish ne cassent pas haussier, etc. C'est pour ça qu'on regarde bien évidemment la liquidité. On va faire le tour des autres news éventuelles. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Ensuite, on va analyser le S&P et puis ensuite, on va revenir sur la liquidité principalement. Ici, pas de news majeure pour moi sur... vous le voyez, c'est même sorti sur le Wall Street Journal ici que Genesis pourrait potentiellement nous donner une faillite. Pour moi, on serait sur un sell de news et buy de rumeurs. Peut-être que même la faillite va engendrer le fait que le prix arrête de baisser. Communauté, ouais, non. Ici, vous comprenez aussi que le but, c'est d'essayer d'agir en plein FUD et de ne pas se faire avoir par des mouvements. Bon, ici, vous le voyez, toujours Bislato. Bon, pour moi, on a traité la news ici. Il n'y a pas forcément énormément de choses à voir. Flashbot, 50 millions sur $1 billion. Je ne sais pas qui est Flashbot. Donc désolé, du coup je peux pas vous aider sur cette news là, on va passer également. Et puis Ethereum, les gas fees qui augmentent alors que la valeur d'Ethereum augmente. Comprenez bien ici, je sais plus si j'en ai fait part en vidéo aussi, je dis tellement de choses à la fois sur le Discord, etc. et toutes ces choses là, que Ethereum vient de repasser déflationniste, c'est-à-dire que il burn plus qu'il ne crée.
Concrètement, on avait eu une première période déflationniste ici, ensuite on était repassé en inflationniste ici, et puis là, vous le voyez, il est en train de burner plus qu'il ne crée. Si on simule la preuve de travail, on va le faire ici. Si on simule la preuve de travail, on aurait créé 1 500 000 Ethereum si on était resté en preuve de travail. Et là, on est passé en Proof of Stake. Et donc, du coup, avec le London Fork, qui est donc un burn des frais de transaction, eh bien, ici, vous comprenez qu'on désormais, on repasse déflationniste à nouveau. Donc, plutôt visionnaire, hein, cette partie, on va dire là, d'Ethereum, qui est de dire que Ethereum est encore plus déflationniste désormais que Bitcoin, puisque on a tendance à burner de la supply plus qu'on en crée. J'en profite très rapidement pour vous faire, on va dire, la page de pub habituelle. Et comprenez bien ici que la chaîne, chez nous, elle est partenaire de 2 exchanges, l'un qui est Bybit et l'autre qui est BitGet. Donc vous aurez des réductions sur vos frais de transaction ici si vous passez par ces exchanges-là. En ce moment, sur BitGet, il y a des bonus quand vous déposez également. Et puis, vous avez pas de KYC jusqu'à une limite quotidienne de retrait de 20 000 $. J'ai parlé hier des proof of reserve de ces 2 exchanges qui sont globalement excellents. Donc moi personnellement je considère que ça reste ici les meilleures options à vous proposer pour venir soit trader, soit holder du Bitcoin, puisque visiblement ils en ont autant que ce que leurs utilisateurs pourraient avoir. Donc voilà, après à vous le choix, BitGet ou Bybit. Sincèrement, moi j'aime bien les deux. Je pense qu'il y a plus de coins. Enfin, j'ai les deux. J'ai poncé les deux vraiment avant de vous les proposer. Je pense qu'il y a plus de coins disponibles sur BitGet, mais néanmoins plus de liquidité sur Bybit. Donc si vous voulez plutôt trader Bitcoin, etc., je trouve que Bybit est plus liquide. Si vous voulez plutôt essayer d'aller chercher des altcoins exotiques ou ce genre de choses, je trouve que BitGet est un peu plus complet en termes de ce qui est listé. Voilà, après sur les frais de trading, c'est globalement la même chose. 0 frais de trading sur tous les achats au spot, etc. Si vous les prenez en taker, c'est-à-dire en ordre limite. Voilà, les deux plateformes sont bien, elles sont ergonomiques. Il y a TradingView à l'intérieur, etc. Donc vous pouvez faire vos petites droites, vos traits, etc. Voilà, les deux pour moi sont vraiment intéressantes à avoir. On revient ici, donc du coup, et on va faire le S&P. Le S&P 500 qui hier nous a fait une correction. On est là en 1 minute, donc on va se mettre en 4 heures. Alors l'analyse globale sur S&P, sur le long terme, pour moi, c'était cet élargissement descendant avec une rotation partielle ici, donc c'est plutôt propre. Pour moi, on devrait péter ce coup-ci ici cette résistance. En tout cas, on est prêt à le faire. Le prix est mûr pour le faire. On va se mettre peut-être en taille frame un peu plus grosse. Le prix est mûr pour le faire. Après, la grande question, c'est est-ce qu'on va juste ici en zone de rechargement autour des 4004 et en fait, on dessine une zigzag, c'est-à-dire une vraie correction en 3, c'est-à-dire 1, 2 et 3, et qui sera elle-même en 5, 3, 5, 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues. Pour le moment, c'est plutôt ce qu'on est éventuellement en train d'avoir. Hier, vous voyez, large correction du S&P. Donc c'est bien, enfin c'est pas un problème en soi. Tant qu'on ne perd pas ici ce plus bas là, on peut garder pour moi le même décompte. Et vous comprenez ici qu'on est sur ces 3 petites vagues jaunes qui pourraient nous emmener en haut de B. Le B peut très bien se faire en flat, c'est-à-dire qu'on aurait ici quelque chose qui serait plutôt comme ça. Hein. On revient à l'ATH et puis ensuite on redescend. Pour le moment, on va privilégier la forme la plus commune, c'est-à-dire tout simplement une zigzag. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire en fait un bear market rally qui nous emmène effectivement en zone de rechargement ici, c'est-à-dire entre les 618 et les 723. Et puis ensuite, on referait à nouveau 5 vagues pour redescendre. Vous dire exactement où, pour le moment, je vous ai ici targeté ce qu'on peut penser que la B va nous faire. Et je vous ai targeté un mouvement de 1 pour 1 entre la A, c'est-à-dire que la vague A égale la vague C, en partant du haut de B. Donc c'est bien entendu, tout ça est très hypothétique, mais c'est bien d'avoir ici un plan, d'avoir une vision potentielle. La vision, donc pour moi, la plus haussière ici à ce stade, en tout cas quand on voit les 5 vagues ici, on n'aurait pas tendance à privilégier une flat. Pourquoi? Parce qu'on a 5 vagues qui descendent. Sur BTC, pour moi, la structure, elle est différente, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une flat étendue. Maintenant, si jamais on a ce fameux bear market rally, sur BTC également, et que BTC continue d'être corrélé tout simplement au S&P 500, à ce moment-là, on sera obligé de dire, bon, on n'est peut-être pas dans une flat étendue, on est peut-être sur autre chose, et on va peut-être rester collé au S&P 500 ou au Nasdaq. Globalement, les courbes sont à peu près équivalentes pendant encore un certain temps. Donc voilà, comprenez bien les grands rendez-vous, on va dire, c'est bien entendu le meeting de la Fed qui aura lieu le 1er février. Et puis également, évidemment, aussi tous les CPI
CPI éventuel. Donc ça, c'est la narration autour de l'inflation. Les autres grands rendez-vous, ça va être bien entendu tout ce qui est autour de la régulation. Pour le moment, on est en période un peu de cohabitation aux États-Unis. Une info qu'il faut bien comprendre ici, c'est que désormais, 25% des Américains qui gagnent plus de 100 000 $ à l'année, c'est-à-dire 10 000 $ par mois, un quart d'entre eux possèdent des cryptos. Donc il y a un vrai enjeu électoral à rester tout de même crypto-friendly. Donc ça c'est bien, ça c'est une bonne chose, le fait que l'adoption ne permette pas aux politiques d'aller mettre un frein énorme dans ce sens-là. Néanmoins, on a le monde de la finance traditionnelle, le bon vieux Wall Street, qui bien évidemment va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, et on l'a vu encore hier avec Bloomberg qui publie, etc., ce genre de news, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pour mieux réaccumuler? Est-ce que c'est pour faire dumper? Voilà, la question elle est là, et comprenez bien que si vous investissez, ne serait-ce que sur la crypto, mais si vous voulez rester dans la partie la moins risquée, on va dire, sur Bitcoin, vous restez quand même sur un des assets les plus risqués du monde. Donc il faut bien comprendre ici, no pain, no gain, c'est-à-dire la récompense vaut... tout ça, c'est du risk-reward, c'est-à-dire vous avez un risk-reward qui est excellent sur BTC, mais bien évidemment, vous avez un risque quand même. Donc, essayez de faire attention aux gens qui vous disent, regardez, il y a 433 jours, on avait touché le dernier bottom, etc. C'est juste un asset qui est fonction de l'offre et de la demande et de la conviction de où est-ce qu'on en est par rapport à ça. On va désormais faire la liquidité. Ici, 240 millions de dollars, 74 sur Ethereum et 70 sur BTC. Donc, on est plutôt au coude à coude ici. 240 millions de dollars, c'est plutôt une journée importante en termes de liquidation. On n'a pas fait ici le carnet d'ordre depuis un petit moment. La question pour moi dans le carnet d'ordre qui peut se poser, c'est de se dire, quand on regarde le dernier mât, donc c'est celui-ci, on regarde un petit peu l'ensemble de la figure, vous voyez qu'il y a des gens qui ont d'une manière générale, ont pas mal racheté ici dans cette période, donc on peut se dire, ah tiens, c'est une accumulation, et vous voyez que là, depuis le plus bas d'hier, on a énormément d'ordres qui se sont faxés à la vente. Là, ne serait-ce que sur le point que je regarde, on a déjà un petit millier de bitcoins qui sont là-dedans. Donc difficile ici d'entrevoir un rebond au-dessus des 21 375 si ces ordres ne changent pas. Par contre, effectivement, et ça moi c'est ce que j'aime bien voir quand on a cette vague haussière ici, ce genre de choses, c'est qu'il y a certaines personnes dont le sentiment se dit il faut absolument que j'achète, on va dire, entre les 19,3 et les 20 000, sinon je vais louper le train. Là en l'occurrence on pourrait dire que ça va être entre les 18 et les 20 000. Qui a l'argent pour pousser le prix vers le haut ou vers le bas et faire que ces ordres soient fils, on va dire que ce sont les gens qui ont les médias pour moi, et d'une certaine manière c'est pour ça qu'il faut regarder les médias avec un biais un petit peu différent. Sur les options, pas grand chose à dire, si ce n'est que on a une grosse clôture le 31 mars, donc on aura le temps de venir voir. On va désormais passer à la liquidité. Ici, on va faire un refresh, je pense que c'est sauvé, ouais. Donc ça c'est la liquidité qu'on avait plus ou moins mise en avant dans la vidéo d'hier. Vous voyez que le prix s'en est occupé, on est là, ici on est parti en haut, et vous voyez qu'on a bien nettoyé tout ce qu'on avait effectivement en dessous, en ordre longueur, en levier, donc tous ces stops longueurs ont été pris, c'est des vieux stops qui datent du début de la figure. Où est-ce qu'on en était? Alors déjà on va regarder le global, on a une augmentation du funding, latéralisation du prix, donc pour l'instant on ne tient pas trop compte du prix on va dire sur le global, et d'abord on a été longué sur le début de la figure ici, et désormais on est shorté sur la fin, donc ça ne nous dit pas grand chose. Ce qu'on va chercher maintenant c'est plus ou moins des événements de marché, qu'est-ce qui s'est passé par exemple sur cette baisse? Et ça c'est intéressant à voir. Ici on avait eu énormément de shorts qui étaient rentrés. Pourquoi le prix baisse? Donc c'est effectivement normal que le funding baisse également puisqu'on clôture du long, mais cependant on avait quand même eu du short qui était rentré. Vous voyez les spreads également qui passent positifs, donc ça veut dire, ça sous-entend une vraie demande au spot. Le CVD pour le moment qui est pas nécessairement dans les meilleurs auspices, à la fois un peu négatif, à la fois un peu positif, pardon, je parlais des spreads ici, et légère augmentation sur le CVD. Globalement on avait été plutôt long par rapport à ça. Ici encore une fois on a cet événement de marché qui fait qu'il y a énormément de longues qui sont liquidées, et notamment sur ce niveau là ici, et quand même de très légères ouvertures de spot, et vous voyez que derrière le prix a fait son taf en venant les chercher. Sur ce rebond là, on peut imaginer qu'il y a eu pas mal d'ouvertures de longues, au sens où théoriquement on devrait clôturer du short ici, donc ça veut dire avoir un funding qui augmente aussi, donc là c'est plutôt naturel effectivement qu'on ait le funding qui augmente, mais néanmoins on peut imaginer que ce bottom là a été quand même longué
Donc on a du long éventuellement à venir prendre ici. Ensuite ici, au niveau de ce top, on est plutôt pour moi shorté au top local. Hein. Vous voyez le funding descend. Effectivement on a des clôtures ici qui sont fonction de clôture de longue, mais pour moi on peut imaginer, on peut se dire que vraiment il y a eu du short ici sur ce point là. Ensuite, là, on a un rebond qui clôture du short. Non, pas forcément. On est plutôt en train d'accumuler de la position. Donc, on avait été longué en bas ici et le prix s'est occupé de les nettoyer. Et puis ensuite, on remonte ici sur un funding qui effectivement va vers le haut. Donc, on avait pas mal de longues ici également. Le prix s'occupe d'eux. Ici, toujours pareil, pas mal d'augmentation du funding avec cette hausse-là. Donc, on était longue, mais le prix nous a fait ce dump derrière. Donc, on est pas mal nettoyé là pour le moment à très court terme par le prix. Ici, ensuite, on a plutôt un funding qui est à l'augmentation, open interest qui stagne, donc ça veut dire plus de long que de short, donc on peut estimer que ce point-là était long aussi. Ici, celui-ci en bas, on va le mettre en rouge. Et puis ensuite, pour moi, l'événement un peu de marché là, vous le voyez, c'est cette énorme hausse du funding à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous le voyez ici, on a clôturé. Donc pour moi, il y a un gros niveau à prendre ici, par là. Je ne sais pas s'il a été pris depuis. Il a été très légèrement tutoyé ici. Bon voilà, pour moi en tout cas on a plutôt du long à prendre, donc je serais plutôt baissier sur cette étude-là. Et puis à partir de là, vous voyez qu'effectivement le funding augmente en même temps que le prix augmente et l'open interest augmente pardon, en même temps que le prix augmente. Et pourtant on a un funding qui descend. Donc on pourrait dire éventuellement que toute cette partie-là était plutôt shortée. Vous voyez également que le prix augmente, donc ça veut dire qu'on clôture bien entendu du short, donc c'est normal effectivement que ici ça descende. Maintenant quand je prends le dernier endroit où j'avais pris ici marque, c'est-à-dire plutôt du long, et que je prends le point où on en est là, on va dire que jusqu'à ce point-là, on a plutôt quand même une diminution du funding. Donc certes le prix augmente, mais j'ai l'impression qu'il y a une augmentation plus importante du nombre de contrats. Vous voyez ici qu'on n'a pas nécessairement convergence entre le nombre de contrats. En fait, c'est ça qu'on regarde. Hein. Est-ce que l'open interest suit le nombre de contrats ou pas? Là, en l'occurrence, pour moi, c'est pas le cas. Et donc, du coup, j'ai une position inverse. Donc, je pense que ce top-là a été plutôt shorté et plutôt massivement. Donc voilà, on va le prendre ici en considération. Et puis ensuite, toujours la même augmentation, diminution du funding, le prix latéralise. Donc pour moi, on est également sur du short à ce niveau-là. Vous voyez que depuis en fait ce dump, on a quand même eu une inversion de la psychologie. On a un retour des shorters. Et puis à partir de ce niveau-là ici qui est en bas, vous voyez que le funding augmente et l'open interest également, donc on est plutôt longué sur cette figure-là. Vous voyez que également l'open interest ne suit pas le prix. Et j'ai un funding qui est plutôt à l'augmentation. Donc pour moi, on est en train de prendre des points de longue là ici successifs. Donc la question c'est est-ce qu'on va d'abord aller chercher en bas et ensuite rebondir en haut. En tout cas pour moi, peut-être qu'on n'a pas envie de laisser ces gens-là gagner. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ce top-là est shorté. La mauvaise, c'est que celui-là n'est pas tellement. Donc, du coup, on pourrait ici peut-être entrevoir, par exemple, un mouvement d'abord en bas autour des 20 600 et éventuellement après remonter au 21,2. Pourquoi pas? Ça dépendra de ce qui va suivre en termes de mécanique de fluide derrière. Sur Ethereum, on va être un petit peu plus rapide. On ira voir les liquidités sur Ethereum d'une manière différente après, mais j'essaye de réduire un petit peu ici le temps des vidéos, même si il faut être complet, du coup, voilà, il faut quand même également pas vous prendre la journée. Vous voyez que c'est super propre au niveau d'Ethereum aussi par rapport à tout ce qu'on avait plus ou moins annoncé hier, en termes de clôture ici. Le prix fait vraiment son taf, donc c'est super. À partir de là, on est plutôt... ce que je vais faire, je vais mettre en pause et je vais vous le faire, comme ça au moins... Ok, donc sur Ethereum, pour moi, le top local ici est un peu moins shorté que sur BTC et on a un très gros niveau à prendre au 1005. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'on irait en bas en premier sur Ether. Alors peut-être que ça peut nous donner un signal sur ce que va faire potentiellement BTC en premier également. Mais vous voyez ici 3 niveaux, donc sur ce rebond là on va dire que le prix pour moi est plutôt ici en train d'essayer de venir chercher vers le bas. On continue ici sur la liquidité, en l'occurrence ici vous le voyez, ce qui est intéressant, je vais vous faire un refresh sur iBlock.
On a un partenariat aussi avec iBlock, n'hésitez pas si vraiment vous avez besoin, si vous tradez beaucoup, que vous avez besoin tous les jours d'aller voir les liquidités, je pense que vous avez moins 15% via le lien de la chaîne. Ici, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un niveau assez énorme ici de liquidation au-dessus. Sur les 5 derniers jours, on avait 8 milliards de positions leveragées en dessous de la tête, et là on revient un petit peu à l'équilibre, donc ça c'est intéressant de le voir. Ça correspond aussi à ce que je vous disais en termes de, quand on regardait ici un peu la dernière figure en date, un petit peu d'incertitude. Est-ce qu'on va en haut d'abord ou en bas? Et là, la liquidité ne nous répond pas forcément nécessairement là-dessus. Par contre, on a bien reset sur les 5 derniers jours. Grâce à ce dump précédent, on a pas mal reset tout ce qui était autour de l'open interest, etc. Ici, sur Ethereum, même chose. Vous voyez, on était un peu moins en termes de valeur. Je pense qu'on était plutôt autour des 2 milliards, voilà. Et vous le voyez ici, c'est pareil, un sentiment qui serait peut-être en train de switcher. C'est surtout qu'on a clôturé énormément de positions longues, hein, là. Donc, faut pas vraiment le voir comme un indicateur de sentiment qui switch, mais peut-être plutôt comme, en tout cas, la balance est revenue à 0. Intéressant ici, Lightmap également sur iBlock. Sur iBlock, comprenez bien que sur les 12 dernières heures, ce qu'on peut noter sur iBlock, c'est plus de short que de long. Néanmoins, vous le voyez, bon, pareil, hein, un peu une zone d'incertitude, mais là, ce qu'on voit sur les 12 dernières heures, c'est typiquement, après ce dump-là, et plus toute la news qu'il y a autour, etc., un retour du sentiment shorter. Donc ça, c'est peut-être plutôt une bonne chose. En tout cas, sur les 12 dernières heures, on peut éventuellement se dire qu'on va rester haussier, ou on va à minima latéraliser dans la zone, comme je vous expliquais. Et puis, sur tout ce qui est 7 jours, sur la 7 jours, on voit qu'il nous reste un petit truc à prendre ici, potentiellement pas mal de choses à prendre jusqu'au 23-24. La grande question qu'on n'a pas, c'est est-ce que ces gens qui sont plus ou moins imaginés en position ici autour des 16-17 par l'algorithme, est-ce qu'ils ont TP à ce stade-là ou pas? Qui a TP? Est-ce qu'ils sont beaucoup? Comment ici est la seule chose qui peut éventuellement nous donner des indices sur cette zone est celle-ci, hein, également. C'est tout simplement le funding. Et vous comprenez que le funding, en ce moment, il oscille autour du 0. C'est ce qu'on voit ici sur CoinAlyze. On va dire qu'on a des pointes négatives ici. Donc là, quand vous voyez que le funding est de couleur rouge, ça veut dire que la majorité du marché, tous exchanges confondus, est plutôt short quand il est rouge, et elle est plutôt longue. Vous voyez ici qu'on a quand même pas mal d'exchanges sous la main par rapport au funding. Et vous comprenez ici que du coup, ça veut dire que la majorité du marché est soit short, soit longue. Donc en l'occurrence ici on a quand même un joli indicateur de sentiment. En l'occurrence, si on regarde vraiment ici depuis quelques temps, vous voyez que le sentiment est quand même plutôt long d'une manière générale, mais suite à ces dumps, on a tendance à reset les longues. Est-ce qu'on reset les longues pour préparer un mouvement plus haut, tout simplement, ou alors est-ce que on est ici vraiment en train de switcher, le sentiment est beaucoup trop long, donc on va devoir aller nettoyer plus bas de manière à éventuellement réengendrer du short. C'est également ce que je vous dis quand je vous dis ce qu'on va chercher en fait, c'est que des stop shorters ici, quand on fait une figure effectivement que j'appellerais bullish, qui est une figure plus ou moins descendante. Vous voyez ici cet élargissement en très court time frame. Vous voyez également que bien évidemment l'idée c'est tout simplement, là je suis sur Ethereum, mais bon globalement la structure sur BTC est pareil. Vous comprenez qu'on fait une accumulation de stop potentiels au niveau des shorters, donc c'est pour ça qu'on considère que ce type de figure est plutôt haussière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre encore une fois sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les liens dans tous les liens d'affiliation et de parrainage de la chaîne, etc., dans lequel vous avez des bouquins chartistes intéressants. J'ai rajouté le Mark Douglas, qui est un bouquin que j'aime vraiment beaucoup, sur lequel je suis retombé là en faisant des cartons, et que du coup je suis en train de relire, et qui est sur la discipline du trader, toutes ces choses-là, etc. C'est des concepts que moi j'utilise beaucoup, que j'avais intégrés quand j'avais lu le bouquin, et que j'utilise beaucoup à la fois dans mon trading et à la fois sur la chaîne. Donc vous allez reconnaître des choses que je vous dis assez souvent, mais c'est un super bouquin pour avoir le bon mindset pour trader. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, faites-le maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et la question à la con du jour, elle va être relativement... parce que j'y pensais tout à l'heure. En fait,
Mon chargeur de téléphone, il prend tout le temps avec dans ma poche la poussière, ce genre de trucs et tout. Et en fait, je trouve que c'est la même chose pour les chargeurs Apple, les USB-C, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est la même merde en fait. Et donc personnellement, déjà, je serais pour qu'il y ait une sorte de dictature mondiale pendant juste quelques années, de manière à ce qu'on ait tous les mêmes câbles de téléphone. Ça m'irait vraiment très bien. Voilà, un régime un peu type Pol Pot ou ce genre de choses qui permettrait effectivement sur tout ce qui est ce genre de choses de mettre effectivement tout le monde les mêmes prises dans tous les pays, le même voltage, toutes ces choses là, un truc bien standardisé, et surtout qu'on nous sorte des prises de téléphone dans lesquelles la poussière ne s'engouffre pas et qu'on puisse recharger, et qu'au bout d'1 an et demi on n'ait pas un téléphone qui n'arrive pas à recharger. Donc la question, et c'était plutôt un coup de gueule ici, était qu'en pensez-vous? Est-ce que vous votez pour cette fameuse dictature, et comprenez bien ici que c'est de l'humour, ou alors est-ce que vous êtes plutôt pour le câble Apple de son côté, l'autre câble de l'autre côté, et un câble effectivement femelle qui du coup pourra bien prendre la poussière comme il faut. Moi personnellement, je serais d'avis pour une fiche qui sort ou quelque chose. Enfin, c'est pas compliqué. On connaît ce problème depuis la sortie de l'iPhone. Je sais pas, c'était en 2000, 2002, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être faire quelque chose pour ça. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin qui, je l'espère, vous plaira. Pour le moment, pas nécessairement de direction dans la structure. Comprenez que la correction dans laquelle on est pour l'instant, elle reste quand même plutôt baissière dans sa structure. Donc je resterai plutôt baissier. En tout cas jusqu'aux 20 000 $, potentiellement jusqu'aux 18,5 si jamais on doit retester ici ce double bottom là, ce qui n'a pas encore été fait. Donc ça serait pas une mauvaise chose de le faire. On a aussi d'autres points sur la route qui éventuellement pourraient être retestés et servir de support. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.